Pourquoi radieuse? Parce que c'est une personnalité lumineuse. On a l'impression qu'il a un temps d'avance. C'est peut-être parce que il fréquente beaucoup le pays du soleil levant, il va nous en parler. Chef étoilé aussi, manager éclairé et puis engagé. Et c'est peut-être aussi pour ça que dans la galaxie cuisine, c'est un des rares à faire rayonner l'humain aussi fort. On applaudit, on accueille très chaleureusement Thierry Marx à table. Thierry Marx, je l'espère, vous caractérise. 100, c'est le premier chiffre. Chiffre épreuve initiatique. Le nombre de kilomètres de marche nécessaires pour décrocher le képi blanc. Vous nous en parlerez tout à l'heure. 19, chiffre hôtellerie, le nombre d'hôtels mandarin oriental dans le monde, et vous représentez l'un des plus emblématiques à Paris. 18, c'est le chiffre judo. À 18 ans, Thierry Marx se serre la ceinture noire. Et après, il nous racontera les dames, parce que là, je ne suis pas maître du sujet, lui, oui. 7, chiffre rituel de management. 7 minutes pour échanger, désamorcer et reconnecter autour d'un thé ou d'un café. Il nous parlera de ce rituel aussi tout à l'heure. 0, chiffre IRP, 0 syndicat au mandarin oriental depuis qu'il est arrivé. Il nous donnera sa recette. Et puis 5, comme un menu 5 étoiles, un menu étoilé. C'est au total le nombre d'étoiles, fruit de la venue de Thierry Marx ici au Pré-Catelan. Je ne sais pas s'il a salué le chef. Thierry Marx, je vous demande de l'applaudir encore une fois. Pas encore salué votre confrère, Thierry. Frédéric est au taquet. C'est un ami, c'est quelqu'un qui a beaucoup de talent. Et on s'est croisé les coudes il y a quelques années chez un grand monsieur qui nous a beaucoup aidés, qui s'appelle Joël Robuchon. Alors, on parle de ces années passées, Thierry Marx. J'aimerais qu'on revienne sur votre parcours, un parcours où l'humain est au cœur de votre vie. Et parcours pas évident, hein, avec des obstacles à surmonter, avec des frustrations aussi. On peut revenir sur ce parcours? Oui, alors j'aime pas trop revenir sur le parcours parce que ça oblige un petit peu à tourner la tête et je crois que c'est ce qu'il faut surtout pas faire. Mais c'est vrai que à 56 ans, souvent on me dit mais vous avez un parcours atypique. Et ça n'a jamais été simple, un parcours atypique. Donc, quand vous alliez à une époque, quand j'avais besoin d'aller voir mon banquier, il disait vous êtes un peu atypique comme garçon. Il me prêtait pas d'argent, donc c'est compliqué. Non, c'est vrai que je suis né dans le 20e arrondissement de Paris, tout le monde le sait, dans un quartier que j'aime beaucoup parce que Belleville, c'est 104 nationalités quand même, donc ça m'a donné le goût au voyage tout de suite. Bon, une extraction sociale extrêmement modeste, et puis ensuite la banlieue. Alors la banlieue, ben, on connaît, on appelle ça quartier politique de la ville maintenant. Donc là aussi, complexité pour s'intégrer, et puis une scolarité empirique. Donc, ça veut dire qu'à 13 ans, il faut quitter, vous faites à peine l'entrée au collège, donc, et vous faites débarquer, donc c'était un peu compliqué. Une grande chance pour moi, de croiser la route de Monsieur Ganachaud, boulanger, meilleur ouvrier de France, et je m'intéresse au pain, je m'intéresse à tout ça, tout ce qui peut me sortir un petit peu de mon univers qui est un petit peu en tension, hein, c'est un univers assez violent. Et je croise la route des Compagnons des Devoirs, je vais entrer chez les Compagnons des Devoirs, donc première relation d'homme à homme, je dirais. Il y avait chez les Compagnons des Devoirs, quand j'y suis entré, il n'y avait pas cette évaluation scolaire. Il y avait juste la parole donnée et savoir être dans la vérité. Et je me souviens d'un monsieur qu'on appelle un prévôt qui m'avait dit « Mais est-ce que vous acceptez la critique ?» Dans mon quartier, la critique, on n'aimait pas trop. Finalement, je suis entré dans le moule. Je suis entré dans le moule, pourquoi? Parce que l'étendard était beau. Des hommes dans la vérité, vraiment des personnages entiers et qui croyaient en l'humain. Et je me souviens que moi qui venais d'une cité ouvrière, on me disait toujours, les ouvriers. Là, les Compagnons du Devoir me disaient toujours, vous êtes la noblesse du monde ouvrier. D'ailleurs, ils ont une phrase qui dit, salaire honnête ou repos, du premier naît l'harmonie, du second naît l'anarchie. Et évidemment, à 14-15 ans, vous ne vous attachez pas à ce genre de propos, mais ça va quand même conduire ma vie et je vais faire mon tour de France comme ça et découvrir la France. Et puis... il y a eu l'armée. Oui, j'allais en parler parce que fin de mon apprentissage, le CAP, les couleurs de compagnon, mais je me retrouve à revenir dans la cité. Donc la cité des Bois-l'Abbé à Champigny-sur-Marne, et puis après celle des Boulereaux.
Et je reviens à la case départ, c'est-à-dire qu'on est 4 copains à être partis en apprentissage, à avoir été en échec scolaire, à avoir eu l'ambition de vouloir s'en sortir, mais ça marche pas. Il n'y a pas de boulot, enfin il n'y a pas, on se retrouve décalé. Donc comme dans les cités, pour ceux qui connaissent, tout se règle la nuit. On avait notre feuille pour faire nos 3 jours, on appelait ça les 3 jours, certains ont oublié, moi je vais passer pour un fossile. Et on avait cette feuille pour faire nos 3 jours. On est allé se présenter à la caserne de Reuilly le lendemain, ensuite à la caserne de Vincennes, et puis on a signé un engagement. Moi j'ai signé un engagement pour un régiment parachutiste, donc j'ai servi au 3e régiment parachutiste d'infanterie de marine. J'étais affecté à Carcassonne, et puis un premier séjour au Liban pour construire un petit peu ma vocation militaire, mais ce n'était pas vraiment une vocation militaire. Je retrouvais, ça peut vous choquer, mais je retrouvais dans l'armée, et notamment chez les paras, le même état d'esprit que j'avais connu chez les combats du devoir, les uns avec les autres, jamais les uns contre les autres. Donc c'était fort. Donc je suis revenu d'un premier séjour à Beyrouth, et puis j'ai réengagé ensuite pour la Légion étrangère. Formidable école, on parlait de ce fameux képi blanc là. Formidable école d'homme à homme, oui, parce que c'est une école de vie, c'est une école difficile, exigeante, mais là encore une fois, c'est le groupe, c'est la cohérence du groupe qui vous fait aller vers l'effort. Et puis, je me souviens d'un adjudant-chef qui nous avait dit, mais avec des derniers de la classe, je dois faire des premiers de la classe. Et ça, c'est resté un modèle pour moi, c'est-à-dire que même dans ce que je fais encore aujourd'hui, j'oublie pas ces phrases, j'oublie pas les phrases des compagnons des devoirs, j'oublie pas les phrases que j'ai connues dans l'armée, et notamment d'avoir croisé un jour, qui était le parrain de notre régiment, du 3e régiment parachutiste, c'était le général Bijard, qui nous demandait toujours de nous adapter, d'être félin et manœuvrier, comme disait à l'époque, et puis surtout de savoir être pour durer. Donc la devise de mon régiment était être et durer, et la devise de ma compagnie était discret et efficace. Donc voilà, vous voyez, c'est des modèles de management. Alors ça vous reste dans la tête, vous avez 18 ans, et puis au fur et à mesure de votre vie, quand ça devient compliqué, parce que ma vie chez les compagnons du devoir, et encore aujourd'hui, n'a jamais été compliquée. Elle était basée sur l'honnêteté, encore une fois, je le redis la vérité, la vie dans l'armée a été dure, mais jamais vraiment difficile. Mais par contre, le monde de l'entreprise, c'est devenu beaucoup plus compliqué. Alors justement, le monde de l'entreprise, on retient cette phrase, hein, faire des derniers de la classe, les premiers de la classe, les derniers sont les premiers dans notre réalité, disait une certaine Céline Dion, elle n'avait pas tort. Comment justement vous avez utilisé ce que vous avez appris dans l'armée, dans cette pratique du terrain pour l'entreprise, ensuite où vous vous êtes dit... parce que ça nous parle. Quand on est devant un parterre d'hommes et de femmes de la fonction RH, il s'agit d'embarquer les collaborateurs, les faire évoluer, les développer. C'est tout miser sur l'humain. C'est vraiment, je mise tout sur les collaborateurs. Encore aujourd'hui, hein, quand on m'a donné à prendre en main les destinées du FMB Mandarin Oriental, c'était de dire j'ai pas le plus bel hôtel du monde, j'ai même le plus récent. Donc tout ce que je vais pouvoir faire, ce sera avec les équipes. Donc il faut souder absolument ces équipes. Et c'est un point important aussi, Thierry, pardon de vous couper, pas le budget le plus grand du monde aussi. Hein. Ben, c'est le problème. C'est-à-dire que première chose qu'on dit, c'est qu'il faut monter un palace, il faut réussir. Je me souviens d'avoir téléphoné à Hong Kong à l'époque et on parlait comme ça, on me dit, vous m'avez choisi, mais c'est quoi? Donnez-moi la mission. J'entends un espèce de blanc comme ça derrière qui se dit, mais dans le top 5 en 3 ans. Ça vous irait? Et puis le palace, ce serait bien. Et puis à l'équilibre, la première année. J'ai dit, voilà, un peu de pression. Ça fait beaucoup. Ça fait beaucoup, mais je me suis dit, mais comment on peut arriver à ça? Et je me suis rappelé souvent de ce qu'était une mission. Et une mission, c'est beaucoup de leadership. Et le leadership, qu'est-ce que c'est? Souvent, on dit le leadership. Moi, quand je suis rentré en France, on me disait le leader, c'est le premier, celui qui est devant, etc., etc. Oui, mais le leader, c'est aussi celui qui sait choisir les équipes et puis les unir. Et j'avais cette phrase du général Jacquelin qui disait toujours si j'avance, suivez-moi. Si je recule, tuez-moi. Et j'avais ça dans la tête. Et je me suis dit, mais il faut que je fédère les gens.
Et ce qu'on oublie de parler, d'évoquer toujours dans l'entreprise, c'est la peur. On ne parle jamais de peur. Alors on dit non, c'est pas beau, c'est le stress. Non, 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 moi j'avais peur. 54 ans à l'époque, un job extrêmement important, je remettais tout en question, donc j'ai laissé mon entreprise, j'ai laissé ça. Donc j'avais des jetons. Si je ne réussissais pas à convaincre Mandarin, si la première année n'y arrivait pas, je me faisais débarquer. Donc la peur. Si moi j'ai peur, je véhicule de la peur autour de moi. Et ça, c'est pas possible. Donc, j'ai mis en place un certain nombre de choses en entreprise pour cérémonialiser. Et la première des choses a été de monter un club de tai chi. Alors, ça vous fait marrer. Mais je ne voyais pas comment je pouvais demander au directeur général, au directeur financier et aux simples collaborateurs qui démarrent dans le line staff de l'entreprise d'adhérer à mes idées. Donc, on a commencé à faire du tai chi à deux, avec Philippe Leboeuf, un grand monsieur de 2 mètres. Je fais 1m67, alors c'était tic et tac, font du tai chi dans les Tuileries. Et puis 2, puis 3, puis 4, puis 20, et puis 300. Et quand Hong Kong me dit « vous ouvrez quand ?» c'est pas une question d'argent, on vous demande simplement quand est-ce que vous pensez ouvrir. Tous les mardis et tous les jeudis, je regardais cette vague se former. Vous pouvez voir sur Internet, hein, je vous raconte pas d'histoire. Et puis le 28 avril, j'ai commencé à voir l'unité de cette vague. Pas toujours très cohérente, mais quand même, on avait des collaborateurs qui faisaient du tai chi pur, et d'autres qui ne voulaient pas avoir une activité physique, faisaient du taiko, des tambours. Et je me suis dit, je suis en train de fabriquer une task force. Vraiment. Le collectif. Le collectif, il y avait de la cohérence. On était tous habillés en bleu, on avait tous le fanion, le logo Mandarin, les pantalons bleu marine ou noir, et je sentais l'unité. Et je me suis dit, t'es presque prêt. Donc, je vais ouvrir le 28 juin. Le 28 juin, pourquoi? Parce que on a une grande chance en France, c'est que les gens partent en vacances à peu près à partir de la mi-juin. Que plus grand-chose se passe en France à ce moment-là. Donc je me suis dit, je vais choisir la date du 28 juin. Je vais faire une première ouverture. Soft opening, comme on dit. Hein, dans le et je ferai l'inauguration au mois de septembre. Donc le 28 juin, on a ouvert en faisant à 6 h du matin, un énorme tai chi dans le jardin des Tuileries, qu'on arrive à faire ouvrir. Ça intrigue tellement tout le monde que le 20 h fait un sujet dessus. Et toute la profession se dit, mais qu'est-ce que c'est que ces tarés? Ils vont nous faire mal. Et il fallait absolument prendre le pouvoir sur la rue de Saint-Honoré, c'était compliqué. Moi, je ne suis entouré que de merveilleux palaces en France. Donc, pas une place s'est libérée. Tous les collaborateurs étaient là. Et par expérience, je sais toujours, quand on ouvre un hôtel dans le monde, on a énormément de turnover sur les premiers mois. On a eu 26% de turnover. Quasiment rien, pour une épreuve aussi frustrante que d'ouvrir un hôtel, parce que rien ne fonctionne comme vous l'avez prévu. Et puis, je sentais cette force humaine derrière moi, donc j'y allais vraiment franchement. Je savais que le groupe était solide. Le 28 juin, on ouvre, et le 28 juin au soir, on a un journaliste qui vient et qui fait un papier 2 jours après en disant « n'y allez pas, c'est n'importe quoi ». Voilà. Et en moyenne d'âge dans mes entreprises, les gens ont à peine 30 ans. Donc, j'ai lu le papier à haute voix à l'ensemble du groupe. Je leur ai dit « on va fêter ça ». D'abord, dans ce papier, on ne vous reproche rien. C'est juste du délit au faciès, c'est ma gueule qui ne revient pas. Donc, c'est pas grave. Chaque fois qu'on aura une critique, on va l'analyser, mais on en fera une opportunité. Première chose. Et on a serré les rangs et on a fait l'inauguration au mois de septembre en ayant essuyé quand même un certain nombre de coups de vent extrêmement violents à l'ouverture de cet établissement. Mais encore une fois, en fin d'année, je m'apercevais que je ne dépassais pas le 26% de seuil de turnover qui pour moi est extrêmement important. Donc, j'ai mis en place, avec les équipes, bien sûr, quand je dis j'ai mis, pardonnez-moi, de ce manque d'humilité, nous avons mis en place un certain nombre de choses pour, à chaque fois, resserrer les rangs.
parliez. Et favoriser l'adhésion. Hein. Et favoriser l'adhésion. Moi, je tiens beaucoup à ça. C'est vrai qu'on est tous indépendants pour vivre. C'est ce que disait Bonaparte pour ses armées. Il disait indépendants pour vivre, unis pour gagner. Tous les matins, cette petite cérémonie de 7 minutes avec vos 3 ou 4 proches collaborateurs, c'est pas grand-chose. Eux font la même chose. Ça nous permet de débriefer. Débriefer quoi? Pas la liste des erreurs qui se sont produites, mais la liste des opportunités. Le mot erreur n'existe pas. Cette dramaturgie de l'échec chez Mandarin, nous n'en voulons pas. Et nous, on appelle ça parfois les irritants. Voilà. Pas d'irritants. Donc, il n'y a pas d'irritants. Donc, ça permet à l'ensemble des collaborateurs d'évoquer sereinement toutes les opportunités de la journée ou de la nuit pour pouvoir les décrypter plus simplement et ne pas chercher absolument le responsable, mais plutôt la solution en priorité. Alors, ça, c'est nouveau aussi. Hein. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans le mail qu'on envoie à la personne qui se trouve à 1 mètre de soi dans le bureau d'à côté, mais on va lui serrer la main, on boit le thé ensemble. Voilà. Pas de mail de plus de 5 lignes, sinon on met un fichier joint, et surtout on en parle. Surtout on en parle. Chaque fois on me fait le coup du monde, cette mondialisation, ce global, cette numérisation, mais j'ai la prétention de croire en l'humain et à cette courroie de transmission qu'est l'humain. Donc si j'abandonne ça, ça ne fonctionne pas. Je parlais de peur tout à l'heure parce que c'est la réalité. Quand vous rendez vos budgets, que vous n'arrivez pas à l'excellence que vous souhaitez au niveau du budget, vous ne pouvez pas véhiculer de la peur autour de vous. Plus vous véhiculez de peur, plus vous véhiculez d'ondes négatives, plus ça se répand sur l'entreprise. Donc il faut absolument recréer de la cohésion, recréer du bien-être. D'ailleurs, on a deux façons de parler de nos collaborateurs. Chez Mandarin, on dit les clients de l'extérieur, sont les clients qui arrivent, qu'on a conquis et qui viennent chez Mandarin, et les clients de l'intérieur qui sont nos collaborateurs. Et ça, c'est extrêmement important parce que, encore une fois, c'est le seul moyen d'avoir l'unité. Et on en parlera dans de nombreuses sessions, dont celle que j'anime, où effectivement, le client final, qu'il soit à l'intérieur de l'entreprise ou à l'extérieur de l'entreprise, on voit que l'engagement, que l'adhésion font la performance et ensuite la satisfaction des deux clients. Moi, je me souviens, pour avoir beaucoup lu Escoffier, on situe Escoffier, 1902-1912, le grand livre des bonus, c'est 1912, et puis César Ritz, c'était vraiment un tandem. Et on lui disait toujours, mais comment vous avez fait pour avoir créé ces hôtels de luxe avec du personnel qui, ma foi, sort quand même d'une extraction sociale très modeste? Il disait, c'est très simple, des gentlemen au service de gentlemen. Je dois les instruire. Donc effectivement, ça aussi, c'est quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup, sur la formation professionnelle en interne. Le savoir-être dans l'entreprise. Tout ça, c'est du quotidien. J'aurais aimé vous dire, ici, j'ai une méthode de management, elle est formidable. Si vous voulez bien me l'acheter à la sortie. Ouais, j'ai un programme, tout fait. J'ai un programme. Moi, j'aime bien cette phrase de Martin Luther King qui dit « J'ai fait un rêve ». Et mon rêve, c'est que les gens soient heureux dans l'entreprise. Et de cette idée de la communauté, de la tribu, de la famille, ça, j'y attache beaucoup d'importance. Ce que vous êtes en train de nous dire, c'est quoi? C'est plus un projet qu'un programme? C'est plus un projet, c'est plus un rêve de vivre ensemble que d'avoir un programme managérial qui soit optimum. Ça ne fonctionne pas comme ça. Dans une famille, ça ne fonctionne pas comme ça. Vous avez bien voulu évoquer les compagnons des devoirs et vous avez bien voulu évoquer l'armée. Si je devais retenir une chose, et surtout une similitude là-dedans, c'était la tribu, c'était la communauté. C'était cette force des uns avec les autres qui faisait qu'à un moment donné, on avait peur ensemble, mais on y allait ensemble, et l'audace, on l'aurait ensemble. Et c'est dans notre savoir-être simplement que finalement, on allait pouvoir franchir ce que j'appelle souvent l'inconscient positif. Cette espèce de, quand vous montez une entreprise, quand vous commencez à vous engager dans le monde de l'entreprise, il y a toujours cette mer de l'incertitude à traverser. Donc vous dites, j'y vais pas, ça paraît... Donc vous recapitalisez un petit peu, vous dites, mais il faut y aller. Donc si vous sentez une force avec vous derrière, une unité, même votre propre unité, vous allez y aller. Mais c'est seulement si vous êtes dans la vérité. Si vous vous êtes inventé un monde qui n'est pas un monde réel, si vous ne croyez pas en un certain nombre de choses, vous ne franchirez pas cette mer de l'incertitude. Et puis ça va se sentir... Oui, et c'est souvent on m'interroge sur
le management, sur plein de choses comme ça, mais j'ai beaucoup appris des autres. Énormément. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai gardé mon statut à l'administration pénitentiaire d'éducateur, parce que aujourd'hui je suis affecté à la prison centrale de Poissy, et ces hommes en prise directe, moi j'ai affaire à des détenus qu'on appelle des détenus TPS, et ils sont dans une vérité à eux. TPS Détenus particulièrement surveillés. Donc ils ont une vérité à eux qui est des fois extrêmement brutale. Et il faut apprendre à gérer avec beaucoup d'intuition. Et c'est ce qu'on perd dans le management souvent, c'est l'intuition. Alors justement, vis-à-vis des détenus, vis-à-vis, et on va parler puisque c'est la rentrée scolaire de vos écoles, comment est-ce que vous faites pour tirer ces personnes qui, a priori, sont vouées à l'échec dans les systèmes classiques et les faire monter ensuite pour que, on parlait de projet, elles s'accomplissent dans un projet grâce à vous? Encore une fois, c'est cette notion du projet. Il faut, si je parle de l'administration pénitentiaire, là j'ai affaire à des personnes qui sont sous main de justice pour un grand nombre d'années. Mais si je parle des plus jeunes gens, dans le cadre des EPID du ministère de la Défense, là j'ai affaire à des jeunes gens qui ont entre 16 et 20 ans. Ce qu'il faut définir, c'est le projet. De ne pas parler de diplôme. On parle de rêve. On parle de qu'est-ce qui vous a fait rêver, qu'est-ce que vous attendez de votre métier, racontez-moi votre rêve. Et ensuite, quand on pressent un rêve pour la cuisine, un rêve pour la boulangerie, un rêve pour les métiers du service, un rêve pour l'armée des fois, un rêve pour être joueur de football, on se dit, bah attends, oui d'accord, mais on a peut-être quelque chose à te proposer pour accomplir ce rêve, mais il a un cadre. Est-ce que tu signes pour ce cadre? Alors on va te le montrer, on va te le faire visiter, voilà ce qu'est le cadre. Attention, c'est de l'excellence. Et puis on va mettre une règle. C'est entièrement gratuit, mais il y a une règle. Pas d'absence. 3 absences, on arrête la formation. 3 retards, on arrête la formation. Et la formation est engageante pendant 12 semaines. 12 semaines. Et on s'aperçoit que finalement, quand on a posé clairement les choses, quand il y a une vraie lisibilité pour le candidat, ça fonctionne. 90% des candidats de l'EPID ou des candidats de cuisine mode d'emploi ou boulangerie mode d'emploi retournent à l'emploi à durée indéterminée. Pourtant, c'est dur. Pourtant, on ne parle pas de diplôme. Dès qu'un gamin nous dit « je vais peut-être passer le CAP de cuisinier », non, mais on s'en fout, les CAP, c'est quoi le rêve? Et là, vous êtes en train de nous dire que les diplômes, ça sert à rien? Non, je ne suis pas en train de dire que le diplôme, ça sert à rien. Je dis que c'est le projet qui sert à quelque chose et que le diplôme est une conséquence d'un projet. On ne devient pas médecin parce qu'on veut un diplôme de médecin. On a envie de soigner des gens. On ne devient pas cuisinier parce qu'on veut absolument un CAP de cuisinier. Et ce qui a beaucoup pénalisé ces jeunes gens, c'est cette dramaturgie de l'échec. Pourquoi? Parce que dans les quartiers dans lesquels j'ai à intervenir, la plupart des jeunes gens que j'ai en face de moi ont 3 discours dans la même journée. 3 discours. Un discours parental, quand il existe encore. Un discours d'un État, au travers de l'école, qui vous dit « bon élève égale diplôme, diplôme égale emploi ». Ça fait 30 ans que la mécanique est cassée. Donc ils voient leurs parents, voire leurs grands-parents, qui n'ont pas eu d'emploi. Et puis le discours de la rue, de la cité, des médias, qui tiennent encore d'autres propos. Donc si vous n'arrivez pas avec une proposition simple d'engagement, ça ne fonctionne pas. Donc, c'est pour cela que cuisine mode d'emploi, boulangerie mode d'emploi, ou dans le centre des EPID, nous avons un propos extrêmement simple. D'ailleurs, ce qui nous rassure, c'est ces élèves, souvent qui étaient en échec scolaire, qui ont un vrai problème, 7% sont illettrés. 7%. 7% ne connaissent pas les 4 grandes opérations, et ils nous parlent de mathématiques. C'est terrifiant. Et finalement, quand ils ont mis le doigt sur le projet, ce sont de véritables fusées. D'ailleurs, je travaille par moment avec Christian Carambeu, et il y a des gamins qui viennent nous voir dans nos cités qui disent « moi, je veux être joueur de foot ». Comment un type de 50 balais pourrait dire à un gamin de 14 ans « non, non, joueur de foot, c'est des conneries, ça marche pas. Des Zidane, il y en a un, des Carambeu, il y en a un. » Non, 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 on ne dit pas ça. On ne parle pas non plus, on ne fait pas une dramaturgie du « c'est pas possible ». On dit « oui, c'est pas mal ». Donc Christian, avec ses équipes, l'emmène dans des centres d'entraînement où il joue au foot. Mais il peut voir aussi tous les métiers qui gravitent autour du foot.
un coach, un soigneur, un préparateur physique, un diététicien. C'est de mettre le doigt sur le projet, c'est de leur faire découvrir le projet. Puis ensuite, il y a la mise en confiance. La mise en confiance de l'uniforme, du cadre. Vous savez, c'est comme le dojo. Vous avez parlé du judo, je pourrais vous parler du judo longuement, je pourrais vous parler du kendo, du iaido, de toutes ces règles où vous devez recevoir un enseignement dans un endroit clos qu'il va falloir cérémonialiser pour apprendre des valeurs. Et ces valeurs, elles sont essentielles. Les valeurs d'honnêteté, les valeurs d'unité, les valeurs d'engagement, elles sont essentielles. Mais si vous les subissez, c'est pas comment je devrais avoir des valeurs. J'en fous. C'est pourquoi j'aurai des valeurs. Et quand vous apprenez à faire un pli de pantalon à un serveur, ou quand vous lui apprenez à faire un nœud de cravate, et que vous lui dites c'est pour être un gentleman au service d'un gentleman, c'est pas la même chose. C'est pas pour être un vulgus serveur qui va porter une assiette. Non. Un gentleman, c'est autre chose. C'est pas quelqu'un qui va être dans la servitude. Vous voyez, c'est d'expliquer le pourquoi et pas de toujours se tenir au comment. Il y a quelque chose d'intéressant dans ce que vous disiez tout à l'heure sur ce côté, c'est un peu un entretien d'embauche où on va décrypter le projet et là vous nous disiez on va au-delà du diplôme et c'est vrai que nous tous ici présents, ben on est face à des personnes qu'on engage, qu'on met en mobilité ou qu'on invite à dynamiser leur carrière en dehors du groupe, comme disent certains. Comment on s'y prend ? C'est vrai, mais moi je suis d'une lâcheté incroyable avec ça. Donc quand je laisse les ressources humaines éplucher les CV, les écoles, les bons diplômes. Et comme je tiens absolument à rencontrer l'ensemble des collaborateurs, et ils sont 400, parce que moi j'aime voir les gens physiquement. Eux aussi, hein, remarquez. Hein. Oui, mais... Oui, vous avez raison, eux aussi, et ils le font bien souvent mieux que moi. Alors, on épluche les CV, puis finalement, j'ai 5 ou 6 minutes d'entretien, bon gré, mal gré, avec la personne. Et j'ai toujours 2 questions, en fonction, évidemment, du recrutement, mais c'est pourquoi vous voulez travailler pour Mandarin et pourquoi vous voulez travailler avec moi, et vous voyez où dans 2 ans. Et c'est sur vous voyez où dans 2 ans que j'arrive à décrypter un certain nombre de choses. Je me méfie du gars qui me dit, mais moi, dans 2 ans, la main sur le cœur, je suis toujours avec vous. Hein, j'ai l'air de dire, j'ai pas d'ambition. Je préfère un type qui me dit, moi, dans 2 ans, je me vois directeur FMB, en gros, à votre place. Ça me parle plus. Donc, j'aime bien voir cette posture de l'engagement, cette dynamique humaine qui fait que on croit en l'escalier social. On croit à l'énergie qu'il faut pour progresser dans une société. Et ça, j'essaie de le décrypter par intuition. Et vous le décryptez parce que vous êtes dans du one-to-one, comme vous aimez à dire, et que vous êtes dans la projection. Hein. Mais surtout, je suis dans du one-to-one qui se répétera tous les mois avec le collaborateur. C'est-à-dire que j'adore que les collaborateurs me parlent de leur projet. Vous savez, la dernière ligne dont personne s'intéresse, où on centre d'intérêt, là, ouais. Centre d'intérêt, jogging, course à pied, ping-pong, un truc dont tout le monde se fout. Moi, ça m'intéresse. Donc, je discute là-dessus et j'essaie de voir si derrière une personnalité, il n'y a pas un autre projet que de travailler pour nous, et ça peut m'intéresser, et de l'accompagner aussi dans son épanouissement personnel. C'est plus forcément un entretien de sélection dans ce cas-là. Non, mais dans mon métier, j'en suis plus là. Vous savez qu'en 2010, 54 000 emplois dans ma profession n'étaient pas pourvus. J'ai envie que vous restiez avec moi. J'ai envie qu'on s'épanouisse ensemble, et j'ai envie que l'entreprise touche ses objectifs, et qu'en même temps, l'usufruit de ces objectifs, vous en bénéficiez aussi, mais pas simplement sur du numéraire. Sur le fait de pouvoir aider un collaborateur à évoluer dans la profession, voire à changer d'entreprise, et de ne pas en faire une dramaturgie de ça non plus, de quelqu'un qui va nous quitter, peut-être pour mieux revenir, Mais cette notion de confiance, on ne peut pas la définir. On ne peut pas la définir dans un règlement. Ayez confiance les uns les autres, on s'en fout, ça parle à personne. Mais quand vous vivez ensemble, de façon très proche, des choses qui vous lient, qui sont impossible de transcrire comme ça, comme le code de l'honneur. On vous parle du code de l'honneur, mais qu'est-ce que c'est si vous n'avez pas vécu l'honneur d'homme à homme, l'honneur de la parole donnée? Ça ne fonctionne pas. On l'a oublié un petit peu, cette notion de la parole donnée dans le monde de l'entreprise. Ça m'énerve quand on me dit, mais on ne m'a pas donné le papier pour venir à 8 heures. Fou. On a demain rendez-vous à 8 heures, ma parole suffit, j'y serai.
Seule la mort m'arrêtera. Non mais je théâtralise les choses exprès parce que on a oublié de le faire. Parce que, vous voyez, chez les Compagnons du Devoir, on n'écrivait rien. Il y avait que de la transmission orale. Et cette transmission orale, encore une fois, j'insiste là-dessus, d'homme à homme, faisait naître le désir. Et c'est en faisant naître le désir chez les collaborateurs de vous accompagner que l'entreprise réussit. C'est pas autrement. C'est pas autrement. Je vois la main qui rythme les propos. Comment on gère cette pression, Thierry Marx, quand on est au moment du coup de feu avec donc ces équipes? Alors c'est bien joli, on a fait du tai chi, tout va bien. Il y a cette ondulation harmonique, on va dire. Et après, comme dirait De Funès, il faut servir. Oui, et c'est la confiance, encore une fois, qui pesera fortement avec les mécaniques, avec des mécaniques, bien sûr. La délégation. Mais déléguer sans contrôler, c'est de l'abandon de pouvoir. Un chef qui gueule, c'est un chef qui a délégué sans contrôler. Qui en amont n'a pas fait le nécessaire des points de contrôle pour, au moment du coup de feu, où c'est une pression extrêmement forte, de 2 heures. De 2 heures. 2 heures où vous allez jouer la réputation de votre marque. Voire la réputation de votre nom. 2 heures, 2 fois par jour. Vous ne pouvez pas laisser de place au hasard. Vous ne pouvez pas laisser de place au hasard. Donc, il faut déléguer, contrôler. Ensuite, pas de pression excessive. Vous savez, au judo, on dit, il y a un mouvement qui s'appelle le kumikata, c'est la prise du col, on dirait. C'est une gestion du bout des doigts. Vous ne me montrez pas, oui. C'est la gestion du bout des doigts. Et moi, j'y fais très attention de ne pas mettre trop de pression sur un tel ou sur un tel pour qu'il puisse délivrer le meilleur de lui-même au moment où j'en ai besoin. C'est extrêmement important. J'ai une anecdote comme ça. Je suis à des cours de management à une époque à l'université de Berkeley. Et il y avait deux messieurs que j'ai rencontrés qui m'ont impressionné, dont un, José Gutmann, et là, il nous a quittés, qui arrivait en cours avec une bouilloire. Alors, on me disait, gâteux, le vieux. Hein. Et il posait la bouilloire sur la table, il la remplissait d'eau, et il bouchait les trous avec de la pâte à modeler, du chewing-gum même, je me souviens. Et puis il branchait. Et il disait, ça explose quand? Moi, ça me faisait penser à une histoire de Fernand Reynaud avec le fût du canon. Il disait, ça explose quand? Bon, évidemment, c'était un truc bidonné. Il y avait une pile qui faisait fonctionner le logo, mais personne ne savait. Ni quand, ni comment ça allait exploser. Donc il disait toujours, voilà ce qui arrive quand vous mettez trop de pression sur un individu. Ça va péter, vous savez ni quand, ni comment. Et surtout, vous n'en connaissez pas les conséquences. Donc c'est absolument ce que je ne peux pas me permettre dans l'entreprise. Donc comment vous faites, vous, même si vous en avez moins, mais vous en avez quand même une énorme, pour gérer la pression du dessus et pas la transmettre au-dessous? On appelle ça, nous, des managers intermédiaires. Oui, c'est-à-dire que je décale un certain nombre de préfusibles qui vont me permettre d'avoir un certain nombre d'indications pendant le service pour rectifier la barre à droite ou la barre à gauche, au moins il le faut. Donc ça veut dire beaucoup d'observations, peu de mots. Tout le monde dit c'est très calme dans vos cuisines, mais c'est vrai que peu de mots, c'est important parce que les mots MOTS créent les mots MAUX souvent. Donc ça fait peser une pression excessive sur le collaborateur. Donc à l'ordre donné, n'oublions pas que souvent je reçois des managers dans nos cuisines pour leur apprendre à gérer le temps et la pression, parce que quand j'annonce un bon de commande, et en général par service il y en a une quarantaine, eh bien l'annonce se fait à la voix et l'ensemble des collaborateurs retient le bon de commande. Et là, ensuite, il y a un mouvement d'horloge qui fait que toutes les 7 minutes, je dois lancer le plat suivant. Donc, il faut une rigueur, je dirais, quasiment de capitaine de navire pour tenir et dans les hauts et dans les bas. À un moment donné, le service se ralentit, il faut maintenir l'attention
Et quand ça peut monter un peu trop en pression, il faut là aussi maintenir la tension. Faites-nous rêver, Thierry Marx, avec des mets et des plats, par exemple. On est dans la cuisine, là. Allez. On pourrait le faire avec les premières truffes d'Alba viennent d'arriver, donc le risotto de soja aux truffes, avec l'omble chevalier, là en ce moment, avec les cèpes soufflés, enfin, etc., etc. Mais vous voyez que rien n'est préparé à l'avance dans nos métiers. Donc, il faut assembler au dernier moment des ingrédients crus. Et souvent, on me dit, mais qu'est-ce que c'est que le métier de cuisinier? Qu'est-ce que c'est que le métier de chef? Et beaucoup de gens s'attachent à penser que c'est quelqu'un qui maîtriserait un grand nombre de recettes écrites. La pâte à choux, un quart de litre d'eau, 125 grammes de beurre, 125 grammes... Non, 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 c'est pas ça. C'est la maîtrise du geste, la maîtrise du feu, donc de l'énergie, et la maîtrise du temps. Une fois que vous avez compris ça, vous avez compris ce mouvement universel. Si vous me demandiez ce que c'est que le judo, je vous dirais, c'est la maîtrise du geste, la maîtrise du feu, donc de l'énergie de l'humain, et la maîtrise du temps. Trop tôt, trop tard, vous prenez une boîte, comme on dit dans le jargon des judokas. Au sabre japonais, c'est la même chose. Maîtrise du geste, maîtrise de la coupe, maîtrise de l'énergie et maîtrise du temps. Si vous reculez, vous vous faites couper la tête. Vous ne pouvez pas reculer au sabre. Et dans l'entreprise, dans mon métier, mais surtout dans le monde de l'entreprise, à un moment donné, vous ne pouvez pas reculer. Et quand j'étais au Japon, je travaillais avec deux grands sensei, Michigami sensei et Okada sensei. Il disait toujours, notamment Okada, il écrit très très bien là-dessus, il dit, dans la vie, il faut... Alors il réfléchissait, il avait une armoirie, sur sa armoirie, il y avait une libellule. Il disait, non, moi, dans la vie, il faut être une libellule. Alors je dis, bah, tiens, oui, c'est bizarre, pourquoi une libellule? Et en cours, quand il donnait le cours au sabre, la pointe dirigée vers la personne au niveau du tsuki, et il disait... Là, on est petit scarabée, hein, quand il oui, dit ça. et il dit, la libellule, elle va à droite, migi, hidari, mae, jamais ochiro. Elle va à droite, elle va à gauche, elle avance, mais elle ne recule jamais. Elle peut rester en stationnaire, vivre au temps présent, et c'est important parce que ça lui permettait de nous enseigner le zanshin, l'esprit disponible. L'esprit disponible, c'est celui qui, sans haine, sans crainte, arrive à tout observer. Ça, c'est le zanshin. Et ça vous permet de répondre au bon moment à chaque chose. Et puis, avec un visage serein, le tatemae, le visage qui reste serein face à l'adversité. Et ça, c'est une force qu'on peut obtenir en pratiquant, en méditant, en faisant plein d'autres choses, même d'autres sports, mais c'est de garder cette sérénité. Donc, quand la pression devient trop forte, je laisse le passe. Le passe, pour nous en cuisine, c'est cette bande d'aluminium en général, chaude, sur laquelle on dispose des assiettes, où il y a le dernier contrôle pour aller vis-à-vis du client. Et bien souvent, quand la pression est trop forte, je laisse le passe à mon second, je retourne dans le line staff et j'essaie de rassurer le commis, le chef de partie, calme, on a du temps. Et Michigami disait toujours, on a toujours le temps de se faire un thé. Pour faire un très bon thé japonais, un matcha, il vous faut pratiquement 7 minutes. Et pour ceux qui ont lu le traité des 5 roues, regardez l'histoire de Miyamoto Musashi, quand un maître du thé qui était habillé en samouraï avait été défié par un autre samouraï. Donc il va voir Miyamoto Musashi et il lui dit, voilà, je suis défié par un samouraï, je ne peux pas faire perdre l'honneur de ma maison, mais je ne suis surtout pas sabreur. Apprenez-moi quelques gestes que je meure dans l'honneur. Et Miyamoto Musashi lui dit, mais j'ai passé toute ma vie à apprendre le sabre à l'école de Shinkage. Donc, c'est impossible de faire ça. Que faites-vous dans la vie? Je suis maître du thé. Faites-moi un thé. Et le type se détend et fait un thé avec beaucoup de calme et de sérénité. Il lui dit, quand vous rencontrez ce samouraï, gardez, pensez que vous allez lui faire un thé. Eh bien, faites l'expérience. Avant de répondre à un mail incendiaire, les mails que j'adore, les scuds qui arrivent à 18h, auxquels vous pourrez répondre que le lendemain. Cogiter toute la nuit. Quand les propos deviennent trop forts, quelqu'un que vous n'appréciez pas faire vraiment, pensez que vous êtes en train de faire bouillir l'eau. Ou faites-le carrément. Mettre de la poudre dans un petit bol, d'avoir ce petit fouet en bambou, de laisser redescendre l'eau à température utile pour le thé vert, qui est 45 degrés environ,
vous versez l'eau, vous fouettez. Vous verrez que votre visage est tout à fait détendu, mais l'autre est déconcerté. Alors, pensez à moi, pensez à ça et pensez à la libellule. Mais ne reculez jamais. On ne peut pas reculer dans la vie. C'est pas possible. Et si vous avez à faire un pas vers l'arrière, faites-le légèrement de côté et pensez que reculer, c'est pas fuir. Dans la fuite, on est mort. Reculer, c'est se repositionner. Et ça, c'est important parce que chaque fois que j'ai eu à pratiquer avec ces deux grands personnages, c'était finalement pas tant la technique qu'ils m'ont appris, mais c'était cette philosophie de vie. Et tous les ans, on recevait un tenouillis, et dessus, il y avait des vœux, évidemment, pour nous souhaiter une bonne année, et il y avait écrit « Je vous souhaite une bonne et heureuse année avec beaucoup d'erreurs ». Je trouvais ça intéressant parce que dans l'erreur, quand vous faites une petite analyse de l'erreur, vous dites « Voilà, mais c'est d'une richesse incroyable ». Alors par moment, je me dis, de ne pas avoir eu les bons diplômes au bon moment, c'est peut-être pas si mal. Et quand je suis allé chercher ces diplômes dont je pensais avoir besoin, je me suis finalement, ils n'étaient peut-être pas aussi utiles que ça. Mais l'expérience, l'intuition, et même dans mon métier où très souvent maintenant on m'a parlé de cuisine moléculaire, je l'ai vu, c'est marqué sur l'affiche, on m'a dit mais cuisine moléculaire, mais c'est terrifiant ce mot. Effectivement, c'est terrifiant. Mais la cuisine moléculaire n'est pas une tendance de cuisine. C'est un objet de compréhension. Donc voilà pourquoi j'ai fait de la cuisine moléculaire, mais ce qui m'a obligé à lire ce qu'avaient écrit mes anciens sur mon métier. Donc de se construire des fois avec des choses que nos aînés ont bien voulu laisser, et puis ne pas oublier d'aller dans la création aussi et l'innovation pour faire avancer l'entreprise. Et d'avoir un management innovant, c'est à mon avis l'essentiel de l'entreprise aujourd'hui. Alors, on va parler, Thierry Marx, d'innovation. Moi, j'aimerais qu'on revienne sur ces écoles. Je parlais de la rentrée des classes, des écoles qui vont faire des petits. Et vous disiez la maîtrise du geste. Il y a cette charte, ces engagements, cette rigueur en échange de qu'est-ce qu'on acquiert. Il y a un nombre de gestes, un nombre de recettes. Dans nos écoles, c'est d'abord comment elles sont nées. Elles sont nées d'un constat d'un manque de collaborateurs dans nos métiers. Deuxième chose, je m'apercevais que dans les quartiers dans lesquels j'ai eu la chance de naître, que l'excellence n'avait pas sa place. C'est-à-dire qu'on considérait que l'excellence était pour les bons élèves, donc dans les bonnes écoles, et que c'était toujours la politique du fils d'eux, élève d'eux. Donc à un moment donné, quand j'ai eu la chance de bénéficier d'un envoyé spécial il y a 12 ans, j'avais reçu beaucoup de courriers, et je me dis, pour un type dont on va parler, il y en a 1000 qui vont rester sur le carreau. Donc les 4 copains, je vous ai évoqué tout à l'heure, on s'est dit, mais qu'est-ce qui nous a manqué? Un cadre éducationnel choisi, moi j'ai eu la chance de le rencontrer chez les Compagnons du Devoir, et un réseau pour trouver un emploi. Et puis surtout d'avoir dans ces quartiers le modèle de l'excellence. Donc on a créé ces écoles sur ce modèle, en prenant des personnalités du monde de la gastronomie pour faire un projet pédagogique et puis d'amener en plein cœur de la cité des meilleurs ouvriers de France, des gens qui avaient été pendant des dizaines d'années 2 ou 3 étoiles pour donner des cours. Et ça a fonctionné tout de suite. Ça a fonctionné tout de suite parce que on a amené des modèles. Et puis on s'est dit, mais vous voyez, avec ces modèles, vous pourriez faire un apprentissage. Et là, encore une fois, d'avoir l'esprit disponible, ça vous aide beaucoup. Et il y a des gamins qui venaient nous voir en disant, mais un apprentissage, c'est comment? On fait comment? Dans la plupart des quartiers dans lesquels j'ai intervenir, le décrochage scolaire est à 12 ans, avec une scolarité qui a été empirique. Donc si je commence à leur dire, il faut retourner à l'école, première chose, et puis le salaire, ça va être 500 € par mois. C'est une chose. Et puis, tous les matins, tu viens travailler à Paris, parce que les bonnes maisons, il y en a beaucoup sur Paris qui sont capables de reprendre. Ça ne fonctionne pas. Donc, on s'est dit, en 12 semaines, on est capable de faire travailler sur 80 gestes de base essentiels dans nos métiers et 90 recettes du patrimoine culinaire français. C'est harassant. C'est harassant. Vous avez 12 semaines, 5 jours par semaine, pour ingurgiter le modèle. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va être sur la maîtrise du geste, la maîtrise du feu et la maîtrise du temps, et on va presser ces jeunes gens
jusqu'aux 12 semaines, au moment de retourner dans le monde de l'entreprise. Et finalement, il résiste. Pourquoi? Parce qu'on s'est concentré sur l'essentiel. On fait naître le désir. D'ailleurs, on a une phrase qu'on a inscrite sur le fronton, c'est cette phrase d'Aristophane qui disait « Instruire, c'est pas remplir un vase, c'est allumer l'étincelle. » C'est d'allumer chez eux l'étincelle pour aller encore plus loin. Donc, la force de tout ça, c'est d'aller à l'essentiel des 80 gestes de base, on est bien d'accord. La maîtrise du temps, c'est de réduire le temps tous les jours. Pas de mots pendant les cours. On ne se parle pas. C'est-à-dire qu'à 8 heures du matin, vous arrivez, le professeur déroule son cours, vous met en situation pour aller jusqu'au service du déjeuner. Et ensuite, à partir de 15 heures, quand le nettoyage de l'école a été fini, vous avez le droit à 2 heures pour poser les questions que vous avez à poser au professeur. Donc, en contraignant ce temps, finalement, nous avons des personnes aujourd'hui, je le redis parce qu'on est très fiers de ces chiffres, 90% des personnes qui sont passées par cuisine mode d'emploi ou boulangerie mode d'emploi sont à l'emploi à durée indéterminée aujourd'hui. Et vous mettez Cap au Sud, hein, Thierry? Et on met Cap au Sud parce qu'on va sur la région de Nice et Montpellier. On a mis Cap au Nord sur Arras et bientôt Lille. Et puis maintenant, ce modèle managérial, ce modèle d'école et de management aussi, par définition, on va ouvrir dans le quartier du Bronx à New York et on va ouvrir à Sao Paulo. Parce qu'on s'aperçoit que ce type d'école, on en a besoin à peu près partout dans le monde. Est-ce qu'aujourd'hui, à l'heure où on a mis tous les ordinateurs en réseau, il est toujours légitime de dire à quelqu'un un CAP, c'est 80 gestes de base, 90 recettes à retenir et il faut 2 ans? C'est plus la logique. On n'est plus sur ce mouvement-là. Mais l'essentiel, c'est de garder les valeurs du métier, et les valeurs du métier passent par cette transmission par le geste. Alors, vous dites en 12 semaines, pardon de vous couper Thierry Marx, mais en même temps, pas faire du court-termisme, hein, ce qu'on a l'habitude de faire en général. C'est-à-dire que les personnes qui ont suivi nos cours peuvent ensuite revenir dans nos écoles pour continuer à se former à des niveaux supérieurs et surtout continuer à répondre aux besoins de la profession. Aujourd'hui, quand on parle d'un commis des métiers du service, il était absolument nécessaire pour nous de se dire mais comment on vient à cette idée de Césaritz des gentlemen au service de gentlemen. Bien, on a fait simple, on a fait bouger des rigidités. Est-ce qu'il est utile pour des jeunes gens de commencer à apprendre à mettre le couvert à droite ou le couvert à gauche? Est-ce que ça, c'est l'important? Ou est-ce que ce qui est important, c'est de leur réapprendre une posture? Donc, on a embauché des professeurs de théâtre d'un très très bon niveau, où on les fait jouer un rôle, par moment un rôle de client, ensuite de reprendre une expression en langue française et en langue anglaise, pour qu'ils s'ouvrent et que les 2 dernières semaines de formation professionnelle, là, on se concentre sur le couvert à droite ou le couvert à gauche et le repassage énape. Mais quand ils apprennent à faire le pli du pantalon, le nœud de cravate, j'ai insisté pour avoir les 5 plis de chemise. C'est ennuyeux, mais ils ont compris pourquoi il fallait le faire. Et quand ils se présentent maintenant sur scène, or qu'ils n'osaient pas monter sur scène, ils n'osaient pas, ils vivaient en général dans la cité, on ne bouge pas, jouer un rôle. Je me souviens d'un gamin à qui on avait dit, tiens, alors aujourd'hui, tu es client et bon, tu es PDG d'une grosse boîte, tu fais la réservation, tu arrives au restaurant et tu commandes. Il était étonné, mais il n'avait pas le langage. Et puis, au bout de quelques semaines, il s'est aperçu, bonjour madame, bonjour monsieur, puis je réserve. Ça change tout. Et puis, avec ses professeurs de théâtre, ils s'aperçoivent qu'en apprenant à parler, on se redresse. On n'est pas dans le fighting physique. On se redresse, on sourit, on est heureux, on est fier d'être qui on est, etc., etc., etc. Donc vous voyez, cette idée de l'excellence, de ramener de l'excellence dans les quartiers où par moment cette excellence elle n'avait pas voix au chapitre, eh bien ça a créé, par onde de choc, beaucoup de troubles dans ces cités. On nous a mis le feu 2 ou 3 fois. Bah oui, ça dérange. Ça dérange, mais finalement, ça a créé une alternative. Vous parlez d'innovation.
et de cette fameuse scène sur laquelle montaient vos élèves, la grande scène de l'entreprise, l'innovation, on commençait à en parler tout à l'heure. Innover, les personnes qui sont là innovent au quotidien pour justement développer les collaborateurs, pour trouver sans cesse des façons de motiver, d'engager. Racontez-nous comment vous innovez dans vos cuisines. Qui innove et comment ça se passe? Ouais, j'aime bien, moi, dire innover, c'est respirer. Et est-ce qu'il y a une seule personne dans l'entreprise qui innove? Je ne crois pas. Très honnêtement, je ne crois pas. Encore une fois, c'est l'idée du groupe, c'est l'idée du collectif. Donc, si je prends l'exemple du mandarin oriental, c'est de se dire, eh bien, dans chaque service, il doit y avoir un comité d'innovation qu'on doit être capable de réunir tous les mois, avec des innovations. Est-ce que innover, c'est inventer? Je ne suis pas convaincu non plus. Est-ce que innover, ça peut être d'améliorer? D'ailleurs, il y a une phrase qu'on prête à Confucius qui disait on peut peut-être créer quelque chose une fois dans sa vie. Mais ce qui est sûr, c'est qu'on peut en améliorer 1000. Et ce qui m'intéresse dans l'entreprise, c'est d'avoir le feedback de tout le monde. Vous savez, si un de mes collaborateurs au stewarding me dit vous n'avez que des assiettes de 30 cm et les étagères font 24. Donc, résultat des courses, il y a 10 assiettes tous les jours qui sont cassées. 10 assiettes qui valent environ 100 € pièce. Il y a peut-être moyen de considérer un peu cette personne. Donc, de faire encore une fois de nos collaborateurs, eux aussi des acteurs de l'innovation. Et quand j'étais au Japon, je travaillais pour un monsieur qui s'appelait M. Mikuni. Quand on lui amenait une idée, il disait « Vous en avez parlé aux équipes ?» Alors là, on fermait, on descendait, on allait voir sur les lignes de production, comment eux percevaient l'innovation, le changement d'un produit. Et finalement, on faisait remonter ça à la direction et finalement, on s'apercevait que comme tout le monde avait adhéré à cette innovation, ça fonctionnait. Et puis, dans l'innovation, il faut accepter d'être franc-tireur. Il faut accepter de sortir de la zone de confort. C'est dur pour un COMEX, des fois, de se dire « Non, mais ça fonctionne le truc, on va peut-être pas... ça fonctionne jusqu'à quand ?» Donc, encore une fois, d'avoir un esprit disponible, à la limite d'être franc-tireur, voire d'être au bord de cet inconscient positif pour pouvoir franchir le pas avant les autres. En 2000, je me souviens qu'il y avait des grandes rencontres de chefs, ci et ça. Et puis en 1997, vous vous en souvenez tous, on a mis les ordinateurs en réseau. C'est Bill Gates à sa conférence qui disait ça. Et que le monde s'était accéléré. Et pour nous, gastronomie française, on s'est dit, mais... waouh, il y a des chefs en Espagne, il y a des chefs en Italie qui ont une autre façon de regarder le métier, qui ont de vrais cerveaux collectifs autour d'eux pour réfléchir sur le design, sur ci, sur ça. C'est plus le chef unique avec la toque qui a toutes les idées, c'est un petit collectif qui arrive à faire progresser ce chef. Immédiatement, je me suis intéressé à ça. Et bien aujourd'hui, moi je suis très fier de ça. Dans le monde, la seule chaire universitaire liée au métier de la gastronomie, elle est à Orsay. Elle est à Orsay. Et c'est vous qui en partie l'avez montée. Oui, et c'est Raphaël Aumont qui la dirige. Et quand on était à Harvard, on avait de cesse avec Raphaël de se dire on va se tirer, on va se tirer. Et c'est la doyenne de l'université d'Orsay qui nous a dit mais venez à Orsay, on va faire. Et aujourd'hui, on a un plateau technique à Orsay qui est extrêmement intéressant. On a un cerveau collectif qui est intéressant. On travaille sur la cuisine de 2020-2050. C'est passionnant. C'est passionnant. C'est l'audace. C'est, encore une fois, cette posture de l'inconscient positif, rester. Il y a une phrase, je prends toujours des phrases qui m'ont aidé dans la vie, calme, avant et droit. C'est le général Lott qui disait ça, c'est la devise de Saumur, mais restez calme, observez, mais avancez. Vous faites avancer les jeunes, vous nous en parlez, Thierry Marx, c'est un peu le leitmotiv et le grand projet de votre vie. La relation aîné et cadet, j'allais dire, sans jeu de mots, ça c'est quelque chose qui est important, que vous avez apprise au Japon en particulier, en Asie, et on parlait de zéro syndicat dans le portrait que j'ai tenté de brosser tout à l'heure, oui, ça joue. C'est vrai, d'abord, la relation à l'aîné, pour moi, elle a été importante chez les compagnons des devoirs. D'abord, c'est la mère, vous voyez la mère en premier, le prévôt, ce qu'on appelle le premier en ville, cette relation à l'aîné, c'est celui qui sait, qui est né avant les autres. C'est ça le sansei au Japon, c'est celui qui est né avant. Et donc cette relation à l'aîné, pour moi, elle a été importante et elle m'a rassuré chez les compagnons du devoir.
moi qui avais beaucoup de difficultés à écrire le français, moi qui avais beaucoup de difficultés à calculer les choses, c'est l'aîné qui rassure. Et puis, dans l'entreprise aussi, hein. Dans l'entreprise aussi. Mais dans l'entreprise, on a trop longtemps entretenu la culture du jeunisme. C'est devenu très à la mode. Il faut être jeune, être tellement beau, tellement fort, tellement jeune, ça nous laisse plus créatifs, en oubliant et en mettant de côté trop souvent nos aînés. Et ça, c'est vrai qu'au Japon, dans un des hôtels où j'ai travaillé, il y avait un chef qui arrivait tous les jours au pass, qui était payé symboliquement par l'entreprise, et tous les jours il venait au pass. Il avait 82 ans. Mais il mettait sa grande tenue, il venait au pass. Il y avait un chef en place qui respectait ça, mais on entretenait cette culture de l'aîné, celui qui avait laissé quelque chose. Et ça, pour moi, transmission du savoir. Cette transmission, le fait de rassurer, de montrer la voie, et en même temps, au Japon, il n'y a pas cette culture du jeune con. On est jeune, eh bien, c'est une période de la vie. Et on est vieux, il n'y a pas cette attitude du vieux con. C'est le type qui a vécu un certain nombre de choses. Donc chacun se met dans la posture du respect. Quelqu'un de plus âgé respecte un jeune pour ce qu'il est, même avec le manque de cadre de temps en temps. Et un jeune va se dire, non, là, attention, je ne peux pas dépasser les bornes, c'est quelqu'un qui est plus âgé que moi. Et en même temps, n'oublions pas qu'en France, nous avions ce sens civique à une époque. Sauf que l'emploi a privé une jeunesse de nos aînés. Si je prends ma vie personnelle, je vais vous situer ça en 74, 75. Je suis à la Cité des Bois-l'Abbé et on voit les... D'ailleurs, vous pouvez le retrouver dans des vieux journaux comme l'UMA ou un truc comme ça. Dégraissage d'entreprise, vous voyez. L'employé était devenu du gras. Et je me souviens de ces parents qui allaient pointer au chômage à Paris. Donc on ne pointait pas dans le Val-de-Marne, on allait pointer à Paris. Donc bus, métro, marche à pied. Et ils rentraient souvent honteux d'être chômeurs. Donc, plus de travail. Si je reprends l'époque de ma famille, on disait souvent, mon père ou mon grand-père disait « Non, vous parlerez quand vous mettrez du pain sur la table ». Mais quand l'aîné n'a plus mis de pain sur la table, on a privé une jeunesse d'aînés. Moi, j'ai eu la chance de la connaître chez les comptes. Et ça, aujourd'hui, effectivement, ça pèse lourdement sur nos jeunes gens aujourd'hui. Donc la culture de l'aîné, il faut la réinjecter dans l'entreprise. Chez Mandarin, par exemple, toutes les personnes qui sont atteintes par la limite d'âge restent comme membres d'honneur de l'entreprise. Je peux vous citer Kurt, qui pendant 40 ans de sa vie, ou 50 ans de sa vie même, a dirigé le Mandarin oriental de Bangkok. Aujourd'hui, c'est notre ambassadeur pour nos jeunes collaborateurs qui viennent et qui intègrent le Mandarin oriental. Pas de syndicat, vous avez un secret ? Non. D'abord, j'avais rien contre les syndicats, c'est que ça s'est fait tout naturellement. Peut-être que j'en aurai un jour, mais encore une fois, quand nous avons eu une fois un syndicat, ce qui a été étonnant, c'est que je me suis immédiatement adressé à ces jeunes gens qui revendiquaient un certain nombre de choses. Je leur dis, mais qu'est-ce que je peux faire pour que ça se passe bien ? Alors, une meilleure cantine, plus d'argent. Oui, une meilleure cantine, ça, je peux faire quelque chose. Plus d'argent, c'est compliqué. Ça tient à des budgets. Qu'est-ce que je peux améliorer ? Donc, en parallèle de cette vie avec eux, je me suis dit, effectivement, qu'est-ce que je peux améliorer pour mes collaborateurs ? De quoi souffrent mes jeunes collaborateurs et mes moins jeunes. Parce que la clé, c'est l'engagement. Hein. La clé, c'est l'engagement. Mais la clé, c'est l'amour. La clé, c'est l'amour. Et moi, je discute avec beaucoup de nos jeunes, et notamment ceux qui sont des fois dans des grandes précarités, me disent, vous savez, 1200, 1300 euros, ça peut paraître beaucoup d'argent pour une entreprise, mais nous, le 15 du mois, c'est plus rien. Donc je me loge en grande banlieue, je viens, c'est très compliqué, et le 10, j'ai pas de fric. Donc j'ai commencé à regarder ce que je pouvais faire, et puis le fait de travailler avec l'administration pénitentiaire, à un moment donné, j'ai demandé aux assistantes sociales qui travaillaient dans mon environnement de ce qu'elles pensaient de l'entreprise, et ce qu'elles pourraient faire pour une entreprise. Et puis finalement, je vais vous dire que ça a piqué les yeux, parce que annoncer ça à un COMEX ou annoncer ça à votre board qui est à Hong Kong, c'est compliqué. On dit, et si on embauchait une assistante sociale ?
Tout le monde m'a regardé, il dit, lui, il est barjot. Qui venait de l'institution. Hein. Qui venait de l'institution, et m'a dit, mais vous êtes fou, c'est un truc de fou. Et finalement, on l'a fait. On a une personne qui vient, qui a à s'occuper de personnes qui sont des fois en difficulté, pour moult raisons. Nous n'avons pas accès à ces dossiers. C'est totalement hermétique et étanche, on ne peut pas avoir accès à l'information. Et bien finalement, l'usufruit a été à un moment donné de voir que quand on s'occupait de nos collaborateurs, ça allait mieux dans l'entreprise. Effectivement, on a amélioré ce qui n'allait pas. Nos clients ont un concierge, nos collaborateurs ont un concierge. Donc, ça permet de gérer la crèche, des places de théâtre, des places de cinéma, etc. Tout ça fait que, encore une fois, ce que je crois juste, c'est de refaire une communauté, une famille. Et c'est comme ça que la confiance ne s'écrit pas sur du papier, mais se vit au quotidien, physiquement, avec les collaborateurs. Pouvoir se parler, pouvoir être dans la vérité, c'est l'essentiel de mon combat managérial. Être dans la vérité, c'est pas forcément être dans les secrets d'alcôve, on s'en fout. C'est de pouvoir se dire les choses. Et est-ce que pour débattre, il faut se haïr? Je ne crois pas. Vous commencez à nous donner quelques clés. En conclusion, s'il y avait d'autres clés à donner à nos amis, on parlait tout à l'heure plus de séduction que de sélection quand on a un entretien, être heureux. Je crois à plus de la vérité, la sérénité. La séduction n'amène pas grand-chose. On peut faire un numéro de claquette avec un montant sur une fiche de paye. On peut proposer moult avantages qui sont que des avantages matériels, mais ça ne changera pas grand-chose. La confiance ne se décrète pas. L'honneur ne se décrète pas. Le sens de l'honneur ne se décrète pas. Vous savez, vous avez aimablement parlé du 3, nous l'avons évoqué. Un jour, un officier m'a dit ça. On n'écrit pas et on ne décrète pas le sens de l'honneur. Et je crois vraiment à ça. Donc aujourd'hui, dans l'entreprise, ce que j'essaie de transmettre, c'est ça. La force de cette parole donnée et cette force de la sérénité et de l'honnêteté. Et ça, c'est pour moi, encore une fois, un combat quotidien qui se délite souvent quand les personnes se retournent à leurs activités personnelles, mais que vous devez reconnecter au quotidien de l'entreprise. Vous savez, une tasse de thé le matin ou une tasse de café avec vos 3 proches collaborateurs, je vous donne un secret. Pas un secret, mais une confidence que j'ai appris il y a quelque temps. Je suis parrain du GRLE, qui est le groupement de recrutement de la Légion étrangère. Et je retrouve dans ce groupement un monsieur qui a 40 années de service, ce qui est très rare. Très très rare. Et on était ensemble à l'Arnaca. Et je disais, mais moi, adjudant, c'était pourquoi vous faisiez le jus le matin, faire le café le matin? Je disais, parce que comme ça, je voyais vos gueules. S'il y en a un qui était mal rasé, s'il y en a un qui avait reçu un courrier de la copine, je savais qu'il n'était pas au mieux de sa forme. Donc, il nous faisait le jus et il nous emmenait courir. Et immédiatement, il me dit, je recréais des liens. Et finalement, je me dis, tiens, le coup de mon café le matin, c'est ça. Vous savez, quand vous avez un môme de 25 ans qui a fait un peu l'imbringue, le soir, qui arrive au boulot, vous voyez bien qu'il a pris un rasoir jockey et que c'est coupé une fois sur 2, c'est peut-être pas la peine de le mettre tout de suite en prise directe avec le client. Peut-être pas non plus la peine de lui dire. Bon, si les cours du café ou du thé augmentent, on saura pourquoi. Thierry Marx, mesdames, messieurs, que je vous demande d'applaudir. Bonjour Frédéric. Lionel Prudhomme, donc IGS. Thierry Marx, en fait, vous avez parlé du modèle, si j'ai bien compris, qui avec Frédéric Danton et a été un moment Joël Robuchon. Et il semble que Joël Robuchon proposait un modèle très différent, au moins à son escouade. Et certains parlaient se rappellent de ces grandes mains qui mettaient des coups aux uns et aux autres. Est-ce que ma question, elle porte pas tellement sur le témoignage pour faire passer Joël Robuchon pour quelqu'un de pas intéressant, mais l'idée c'est est-ce qu'on peut proposer des modèles différents du vôtre? Et finalement, on voit que l'apprentissage a été positif, vous en avez retenu quelque chose d'intéressant. D'abord,
je ne veux pas répondre trop brutalement, mais le modèle que j'ai connu chez M. Robuchon était un modèle voué à l'excellence. Je n'ai jamais vu de comportement plus brutal là-dedans, jamais. On a raconté, les gens peut-être, mais ce que j'ai vécu, moi, j'ai toujours vu un homme droit, exigeant, très exigeant sur la qualité et la transformation des produits, exigeant avec lui-même, donc exigeant avec les autres. C'était quelqu'un qui, autour de lui, savait rassembler les meilleurs. Ce qui est important quand on veut diriger une entreprise. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer, dans un premier temps, Claude Deligne. La personne qui m'a le plus aidé, personnellement, dans mon métier, c'est Claude Deligne. Et je veux dire pourquoi. Parce que Claude Deligne, c'était le chef modèle. Le chef Claude, c'était l'anticipation. À 11 heures, il ouvrait toutes les portes de frigo pour voir si ce qu'on appelle dans mon métier la mise en place était faite. Et justement bien faite. À midi et demi, quand le service démarrait, ou le soir à 20h30, quand le service démarrait, il n'y avait pas un bruit dans la cuisine. Je n'ai jamais entendu Claude Deligne élever la voix. Pourquoi? Parce qu'il avait délégué du travail à l'ensemble de l'équipe. Nous étions 20 dans cette cuisine, mais à 11 heures, il se chargeait personnellement des points de contrôle de sa cuisine. Ça évite beaucoup de tensions. Aujourd'hui, on me reparle de tensions, alors que je pensais que c'était des temps révolus en cuisine et en termes de management de chef. À chaque fois qu'il y a un chef qui a des comportements, ou un manager, parce que je ne vais pas ramener ça qu'au métier de la cuisine, à un comportement déviant, c'est qu'il n'a pas fait son travail correctement. C'est qu'il a délégué sans contrôler, et que déléguer sans contrôler, c'est de l'abandon de pouvoir. Et quand vous décidez tous les jours d'abandonner un petit peu de votre pouvoir, vous finissez soit par disparaître, soit vous faire piquer votre place. Ce n'était pas le cas chez M. Robuchon. Moi, j'ai souvenir de chez M. Robuchon de l'excellence. Et j'ai aussi souvenir que quand nous quittions la sphère de chez M. Robuchon, il n'était pas, là encore, avare de compliments pour que vous puissiez aller ailleurs. Parce que dans mon métier, ce qui, encore en 2014, fonctionne, c'est élève de ou fils de. Eh bien, lui, il faisait en sorte que vous restiez un de ses disciples, ce qui vous permettait, de façon planétaire, de trouver un emploi. Ça, c'est une grande force de ce label qu'était le fait de travailler dans l'excellence avec M. Robuchon. Mais vous savez, on a parlé des écoles tout à l'heure, et je ne suis pas tendre avec nos candidats, nos élèves. Je ne suis pas tendre quand je suis en détention. J'essaie d'être juste. J'essaie d'être juste. Mais la compassion n'a jamais rien amené. Souvent, on me demande, mais on dit, vous êtes... Moi, j'ai une culture bouddhiste, personnellement. Et souvent, ce que j'ai aimé dans cette culture, c'est d'instruire, de comprendre, de faire comprendre les choses. Et ça, croyez-moi, ça aide beaucoup. Mais n'oublions pas qu'un manager, un chef d'entreprise est sous une pression très forte, et s'il n'a pas anticipé un certain nombre de choses, s'il n'est pas bien avec lui-même, ça va être compliqué. Question, madame. Bonjour. Bonjour, Isabelle Michel, Magyar, Schneider Electric. Merci pour votre témoignage. Alors juste, je fais du judo aussi, et c'est vrai que la légende du serveur de thé qui gagne son combat est très connue dans ce milieu-là, et c'est vrai que ça inspire beaucoup. Je voulais vous emmener sur un autre terrain qui est votre univers. On a le sentiment que c'est très masculin, votre parcours à travers l'armée, les cuisines où on ne fait pas de bruit. Est-ce que dans votre métier, vous avez des confrères qui sont des femmes? Est-ce que dans le leadership, vous avez une manière où vous pensez qu'il y a des différences dans la manière de gérer les hommes, si on est un homme ou si on est une femme? Très honnêtement, non. Je ne fais pas de différence. D'abord, au recrutement, homme ou femme, je m'enquiers des compétences et de cette volonté d'engagement. C'est pas toujours facile à dire, mais
pour le petit exemple, juste pour la petite anecdote, pardon, c'est pas un exemple. Ma fille a fait l'école de Saint-Cyr. J'étais très fier, moi, qui avait été un homme du rang, que ma fille fasse l'école de Saint-Cyr. C'est très dur, l'armée, pour une fille, et notamment Saint-Cyr. Ça pique les yeux, durement. Et je lui disais, je sais que c'est difficile, mais reste dans la vérité. Et avec les hommes sur le terrain, les hommes au sens large du terme, reste dans la vérité. Ça te permettra toujours d'avoir suffisamment de distance pour avoir à prendre des décisions. Donc il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Je pense que les hommes, par moment, se sont octroyés le droit de ne pas être dans la vérité. Et que les femmes ne se sont pas permis cela parce que, probablement, dans mon métier, elles sont arrivées beaucoup plus tard. Donc elles ont, en général, des managements assez exemplaires parce qu'elles mettent de la distance, mais pas une mauvaise distance, mais avec leur façon de manager. Donc je considère aujourd'hui que ce soit dans le monde de la cuisine, mais dans le monde des armées aussi, même dans le monde de l'administration pénitentiaire, où je vois maintenant beaucoup de femmes, et on voit des femmes qui vont intervenir, qui intervenaient quand j'étais à Poissy, ou qui intervenaient quand j'étais à Saint-Martin. Eh bien ces femmes mettaient de la distance à les détenus, et je voyais par moments moins de conflits entre les femmes et les détenus que entre les hommes personnels de l'administration et les détenus. Vous voyez, à un moment donné, quand vous savez garder votre place, quand vous savez qui vous êtes et que vous faites les choses avec beaucoup d'honnêteté, il n'y a pas de management différent entre un management masculin ou un management féminin. Alors souvent, j'entends mes confrères ou d'autres personnes me dire « Non, mais avec les femmes, tu sais, c'est toujours... » Je m'en fous, je peux très facilement m'engueuler avec une femme comme avec un homme. Je peux avoir à me dire des choses avec elle ou avec lui de la même façon. Donc je ne mets pas de catégorie. Ça me gêne souvent, ou même quand j'entends mes confrères me disent « Oh non, mais par moment, les femmes, elles ont plus d'organisation, plus de finesse. » Qu'est-ce que c'est que cet étiquetage? Pas du tout. Pas du tout. Je crois que qu'on soit un homme ou une femme, si on est dans la vérité avec soi-même, si on respecte un certain nombre de valeurs, eh bien, on avance, comme je le disais tout à l'heure, cette phrase du général Lott, calme, avant et droit. Allez, une femme justement qui nous pose une autre question. Bonjour Magali Rossello, Crédit Agricole. Merci de la transmission que vous nous faites ce matin. On comprend dans votre parcours l'importance du cheminement individuel, spirituel et de l'ouverture et de l'importance du judo. Est-ce que vous accepteriez de nous donner néanmoins, si ça vous arrive encore, un exemple de conflit récent que vous avez pu avoir avec vos collaborateurs et la façon dont vous l'avez géré pour que nous puissions essayer d'en faire un parallèle dans notre monde de l'entreprise qui aussi a ses codes et ses rites, mais qui sont bien sûr bien différents. Ce sera la dernière question, puisque vous pourrez échanger avec Thierry Marx pour la séance de dédicace. Thierry. Bien sûr, des conflits, j'en ai tous les jours. Il y a le conflit que vous voyez, il y a le conflit que vous voyez naître, et puis il y a le conflit qui arrive en urgence, bête, l'accumulation d'un certain nombre de choses, où il faut prendre le temps de sortir de l'urgence. Regardez, je vous prends un exemple. Dimanche, très grosse journée pour nous le dimanche, l'un des restaurants est fermé, donc tout se reporte sur un des restaurants. Arrive une commande imprévue d'un avion qui arrive du Moyen-Orient, pour qui il faut faire tout le service à bord. Voilà, donc il faut préparer pour 30 personnes des containers qui vont repartir ensuite sur le Bourget. Et ça, vous avez 4 heures pour le faire. L'entreprise est au taquet, tous les collaborateurs et les chefs de service sont à bloc, sont à 90% voire 100% de l'activité. On sort d'une Fashion Week. 3 collaborateurs ont soit une panne d'oreiller, soit un certificat médical garantissant que samedi soir ils se sont tordus la cheville et que dimanche ils ne seront pas sur le lieu de travail. Donc une tension aiguë. Et cette commande arrive. Et chez Mandarin, notre fonctionnement, nous n'avons pas le droit, j'entends bien le droit, de dire non à un client. Essayez de ne jamais dire non à un client. Il faut toujours proposer une alternative. Donc,
Les ventes acceptent de faire ces 30 couverts pour le container avion. Et les 3 jeunes collaborateurs qui sont là sont en tension. Certains disent ben, on n'aura pas le temps, donc on ne le fera pas. On parle de 40 000 € de profit qui peuvent s'éteindre comme ça, juste sur un conflit qui est en train de s'envenimer et de naître. Donc je reviens dans l'entreprise, je vais boire mon fameux café avec ces 3 jeunes collaborateurs. Qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont peur. Ils sont inquiets. Donc je les écoute. Qu'est-ce qui se passe? Oui, on nous plus, et on n'a jamais de prime par rapport à ça. Et d'accord, très bien, je vous ai entendu là-dessus, mais d'abord, il faut répondre aux clients. C'est 30 000 €. Je crois que dans cette entreprise, vous êtes rémunéré sur 13 mois. Moi, je dois faire du revenu sur 12 mois. Aujourd'hui, accepter bien volontiers, et je l'accepte moi aussi, qu'on entre dans des tensions parce qu'on est en période haute et que dans moins de 30 jours, je serai probablement en période basse. Donc, en leur expliquant les mécaniques simples, économiques de mon problème, en les écoutant, finalement, on s'y est collé, on a fait ce container, il est arrivé ailleurs. Mais j'aurais pu, de façon extrêmement autoritaire, dire c'est que ça, ou c'est un avertissement, ça n'aurait pas fonctionné. J'avais une grande chance, par effet papillon, de perdre un certain nombre de collaborateurs dans les mois à venir, qui auraient trouvé plus intéressant d'aller travailler ailleurs, etc., etc. Il faut regarder les choses en face. Et pas voir le monde comme on voudrait qu'il soit, mais tel qu'il est, et au moment précis. Et très régulièrement, je fais intervenir des personnalités dans l'entreprise. Et récemment, j'ai fait intervenir, pour mes jeunes collaborateurs, un urgentiste. Qu'est-ce que c'est que l'urgence? Il a servi en Afghanistan, des urgences il en a vu, et il expliquait le temps d'analyse d'une urgence. Et d'expliquer à ses jeunes collaborateurs, bien souvent trop jeunes pour la fonction. Analyse, on prend le temps, on regarde, et on y va. Et c'est de les aider, à un moment, à répondre à leurs propres peurs que vous pouvez les faire grandir, et de les faire avancer. Mais si j'arrive avec une sanction immédiate, ou une menace, ça ne fonctionnera pas. Je voudrais que vous applaudissiez, que vous remerciez encore une fois Thierry Marx. Merci beaucoup Thierry Marx d'avoir été avec nous. Je ne sais pas ce que vous faites le 14 octobre au soir, c'est-à-dire dans une semaine précisément, mais ADP organise une conférence avec Thierry Marx. On parlera de transformation, de performance, avec entre autres le DRH Group du Télégramme. Voilà, c'est dit. Donc Thierry, on vous retrouvera dans une semaine. Dédicace, jolie mise en bouche, et ensuite on part pour les sessions. En tout cas, belle session d'ouverture avec Thierry Marx, et je vous invite à aller à sa rencontre pour échanger et repartir avec un de ses ouvrages. Merci à vous et merci pour les questions.